anonymisés. Or, cette pratique de l'anonymisation, c'est-à-dire vraiment de la destruction du nom propre, pour accompagner et faciliter sa domination, c'est-à-dire sa gestion au sens strict, au sens où je l'entends dans l'expression gestion génocidaire du globe, elle s'est d'abord développée, à partir du XVIIIe siècle, dans le contexte de la traite des Noirs. Et la seule qualification de Noirs pour des populations venant d'Afrique était un procédé, déjà, d'emblée, d'anonymisation collective, par lequel des êtres humains issus de régions, de cultures, de langues et de spiritualités variées sont subsumés sous une fausse évidence purement visuelle, à savoir la carnation imaginaire de leur corps, parce que la peau d'un Africain, elle n'est pas noire, en réalité, et fortement dépréciative, car nul humain n'est noir dans la réalité, et que le noir, si vous le savez, évidemment, si vous avez étudié tous les discours des Black Panthers et de Malcolm X et de tout ce mouvement d'émancipation aux États-Unis, le noir est associé au démon en Occident. C'est pour ça qu'on a dit que les Africains qu'ils étaient noirs, et qu'on les a qualifiés de noirs. Mais c'est un processus aussi qui est un processus profond de dénomination et de anonymisation pour pouvoir mieux dominer cette population, qu'on allait esclavagiser à tour de bras. C'est lié également, donc ce contexte de la traite des Noirs, il est associé au marquage au fer rouge des esclaves, qui étaient ainsi confondus collectivement sous le patronyme de leur maître. On masquait les esclaves, on marquait au fer rouge les esclaves, on leur mettait quoi? Pas encore un chiffre, mais quelque chose d'équivalent, à savoir un seul nom propre qui était le nom de leur possesseur et de leur maître, de leur acquéreur. Et un esclave revendu plusieurs fois était marqué des noms ou des initiales de ses propriétaires successifs. Ça, c'est ce qui s'est passé lors de la traite des Noirs aux États-Unis, principalement. Cette pratique provenait, mais aussi dans les Antilles françaises d'ailleurs, cette pratique provenait des élevages de cow-boys, dont chaque bête était marquée du nom du ranch auquel elle appartenait, et ce qui permettait, donc l'origine du marquage des esclaves au fer rouge, c'était celui des cow-boys qui marquaient leurs bêtes. Chaque bête était marquée du nom du ranch auquel elle appartenait, et ça permettait, lors des grandes transhumances sur le territoire américain, de mélanger les troupeaux sans risquer de s'en mêler les éperons, et de savoir exactement quelle bête appartenait à quel ranch, une fois qu'on était arrivé à destination. Donc c'est là que surgit cette idée, si vous voulez, cette habitude de marquer les esclaves d'après le nom de leur maître. Appliquée aux esclaves, cette marque indélébile n'était pas seulement un châtiment infamant, tel que le préconisait le Code noir, je vais en parler du Code noir, qu'il a réservé aux seuls esclaves fugitifs, mais que les négriers américains vont généraliser à tous les esclaves. Donc non, je corrige ce que j'ai dit, c'était quelque chose qui était appliqué par les Français aux Antilles uniquement aux esclaves fugitifs, mais aux États-Unis, c'était appliqué à tous les esclaves. Ce marquage était le geste symbolique accompagnant, comme sa fatale conséquence, l'anonymisation de celui qu'on prétendait asservir. C'est quelque chose qui va apparaître, je vous le mets maintenant à l'écran. Je mets maintenant les images en grand plutôt que à côté de ma tête en haut, parce que je pense qu'on ne les voit pas bien, sinon donc c'est pas très grave. Pendant quelques secondes, comme ça, on peut bien les prendre en considération. Tout cela, ça apparaît donc d'ores et déjà entre les lignes du Code noir au XVIIe siècle. Le Code noir, vous en avez la première page sur l'écran. C'est le nom donné à un édit royal de mars 1685, donc rédigé sous Louis XIV, par le fils de Colbert, le fils du ministre Colbert, qui était le marquis de Seignelay, Jean-Baptiste Antoine Colbert, et qui était destiné à réglementer la condition des esclaves dans les îles françaises d'Amérique. Et dans le Code noir, le marquage au fer y est défini comme une mesure de police, entre guillemets, prévue comme punition en cas de fugue. Donc on marquait les fugitifs, rattrapés, de quoi? D'une fleur de lys, soit la marque du maître de leur maître, le roi. Comme d'ailleurs cela se pratiquait parmi les criminels ordinaires en métropole. Donc c'était un châtiment infamant, mais qui n'était pas réservé uniquement aux esclaves noirs. À Paris et dans la France de Louis XIV, c'était quelque chose que l'on pratiquait aussi sur les criminels.
La différence, elle n'est donc pas tant dans le châtiment que dans le statut légal des uns et des autres, c'est-à-dire des criminels blancs à Paris et des esclaves noirs aux Antilles. Il faut savoir que les esclaves fugitifs étaient qualifiés de marrons, vous le savez, on les appelait les nègres marrons, mais ça n'a rien à voir avec une quelconque carnation, parce que ça vient de l'espagnol cimarron, qui signifie « qui vit sur les cimes », et qui désigne au départ des animaux domestiques retournés à l'état sauvage. Donc les esclaves enfuis étaient qualifiés de marrons ou de nègres marrons, c'est-à-dire qu'ils étaient en réalité enfuis sur les cimes, comme des animaux domestiques qui retrouvent leur état sauvage. L'esclave est donc à la fois assimilé, pour montrer la différence de statut entre l'esclave et le criminel ordinaire en Europe et en France, en l'occurrence sous Louis XIV. L'esclave est donc à la fois assimilé à une bête. Les enfants d'esclaves appartiennent de plein droit au maître de leurs parents, exactement comme lorsqu'une bête a des petits, ben les petits appartiennent au maître, c'est de la même chose, et à un objet, ou plus précisément, vous allez voir tout ça, le rapport avec les considérations sur la population contemporaine et sur la cybernétique. Écoutez bien, c'est très important. C'est à la fois une bête, donc, et un objet, et plus précisément un objet qui ne se meut pas, qui n'est pas mobile, c'est-à-dire ce qu'on appelle, en français classique, un immeuble. Selon le Code noir, l'esclave est en effet un bien meuble insaisissable. C'est-à-dire que, plus exactement, les esclaves attachés à une maisonnée, et l'on distingue les esclaves dits de jardin, c'est-à-dire qui sont destinés à la culture, qui travaillent dans les champs, c'est un joli mot le jardin, mais en réalité c'est les esclaves qui travaillent dans les champs, de ceux qui sont considérés comme des biens immeubles par destination. Ils sont des biens, sont des objets immeubles qui ne peuvent pas être bougés par destination. Autrement dit, ils procèdent d'une immobilité au carré, puisqu'ils ont le statut d'un objet attaché à l'immeuble, à la maisonnée à laquelle ils appartiennent, donc c'est qu'ils ne se meuvent pas, et ils y appartiennent de manière fixe. C'est-à-dire que la définition de l'immeuble par destination, c'est ce dont la séparation de l'immeuble nécessite un décèlement, un démontage, une dénaturation des lieux. Vous trouvez ça dans l'article immeuble par destination de Wikipédia. Par exemple, une ruche. Voilà, une ruche avec des abeilles qui est dans un jardin, qui est associée à une maison, enfin un propriétaire, c'est typiquement un bien immeuble par destination. C'est-à-dire que si vous détruisez, si vous vendez la maison, vous devez vendre la ruche avec. Si vous détruisez la ruche ou si vous essayez de déplacer la ruche dans un autre jardin, vous êtes obligé de la détruire. Elle est associée à ce lieu, elle ne peut pas se mouvoir. Par exemple, sont également... Alors, un bien, voilà, bien, l'esclave en tant qu'il est, tout ça c'est défini dans le Code noir, hein, bien immeuble par destination, c'est sa qualification, bien immeuble par destination, il s'assimile aux animaux et aux objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, avec un S, F-O-N-D-S. Par exemple, sont également immeubles par destination les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, donc attachés à un certain champ et pas à un autre, ou encore les pigeons des colombiers et les ruches à miel. Tous les effets, tout ça c'est dans l'article Wikipédia sur les biens immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure, dit le texte, dit la loi. Tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Ça c'est le statut juridique au XVIIe siècle de l'esclave, dans les Antilles françaises, d'après le Code noir. Il faut bien comprendre les conséquences symboliques de tous ces menus détails de la législation, c'est pour ça que j'insiste, sous l'Ancien Régime, la législation de la servitude sous l'Ancien Régime. L'esclave n'appartient pas seulement au maître comme un objet ou une bête de somme. Il lui appartient en ce qu'il ne possède pas d'autre nom que celui du maître ou celui que lui confère le maître, et il n'a pas d'autre lieu que celui immobile de sa servitude. Il faut imaginer, vous imaginez la violence symbolique, outre bien sûr l'atroce violence existentielle de la condition d'esclave, mais la violence symbolique de ces personnes possédant un nom, un lieu, une généalogie spirituelle en Afrique, à qui tout cela est arraché pour être annihilé à jamais. L'esclave n'est donc pas strictement animalisé et déshumanisé,
puisque l'esclave est toujours, selon le Code noir, une personne humaine dotée d'une âme et susceptible de salut, c'est précisé dans le Code noir, donc il n'est pas réellement animalisé. Il a le statut juridique d'une bête, c'est pas pareil, mais il n'est pas animalisé puisqu'il peut sauver son âme, dit le Code noir. Il peut être baptisé, donc nommé, sous les auspices du catholicisme apostolique et romain. Donc c'est pas n'importe quelle nomination. On peut lui donner un nom, mais c'est un nom qui n'est pas son nom, par définition, puisqu'il est arraché à sa généalogie et à sa spiritualité qui est africaine. On va lui donner un nom, mais c'est pas n'importe quel nom, c'est le nom, d'après son nom de baptême, comme on dit, c'est-à-dire un nom qui est agréé par le catholicisme apostolique, donc l'universalisme apostolique et romain. Alors tout cela, y compris l'anonymisation de l'esclave, apparaît dès les premières lignes du Code noir. Je vous les mets sous les yeux, et je vous les lis en même temps. Oui, c'est très important parce que, évidemment, cette manière de... On peut dire jusqu'à demain que les temps modernes sont... Enfin, que la cybernétique est en train de nous esclavagiser, mais il faut penser la condition de l'esclave et comprendre le rapport entre les deux, parce que c'est pas juste une association d'idées. Les choses viennent de très très loin. C'est pour ça que je vous dis que je vous le répète, lorsqu'on sait penser, lorsqu'on sait lire, lorsqu'on sait méditer, des très vieux textes, la preuve, là c'est un texte qui date de la fin du XVIIe siècle, on est bien en avance sur les cybernéticiens et surtout les spécialistes du bitcoin et du transhumanisme et de l'informatique et de la cybernétique. Ce sont des gens qui sont très en retard. Très très en retard. Ils dominent le monde et ils sont en train d'esclavagiser tout le monde, mais en réalité ce sont les derniers de la classe, du point de vue de la pensée, du point de vue de la réflexion, du point de vue de la méditation. Je le répète beaucoup parce que bon, j'ouvre une petite mini parenthèse, c'est que les rapports sociaux qui sont en train de s'instaurer, qui vont se généraliser, qui vont, bon, on le voit avec la Chine par exemple, et qui vont s'universaliser, c'est le cas de le dire, et qui vont être ceux de tous les êtres humains qui ont à vivre les prochaines années, les prochains mois, les prochaines années, partout dans le monde, vont devenir extraordinairement violents. Et violents psychologiquement. Surtout violents psychologiquement. Pas seulement, mais aussi violents psychologiquement. Pour résister psychologiquement, il faut être très sûr de sa stabilité mentale. On le verra, la séance la semaine prochaine, j'avais prévu de faire tout ça aujourd'hui, mais ce serait trop long. Avec Artaud, en particulier avec Nietzsche et avec Artaud, il faut être très sûr de sa pensée. Et pour être sûr de sa pensée, il ne faut pas aller se constituer sa pensée dans les camps de l'ennemi. C'est-à-dire sur Internet ou en regardant des vidéos YouTube. J'utilise beaucoup, vous le voyez, hein, ces vidéos comme des enseignements. Mais il ne faut pas se construire une pensée en partant de la cybernétique et des objets et des documents que la cybernétique nous livre. Il faut utiliser sa propre aptitude critique à penser le monde, et à penser le monde d'après une réflexion critique qui, elle, vient de très loin. Plus la réflexion critique s'enracine dans le temps, en amont, et plus vous aurez d'énergie pour résister au ravage qui est en train de se déployer et qui, lui, est très jeune, en réalité. Il a à peine un siècle d'âge. Et il vient depuis une certaine civilisation, je le redis, qui n'est pas n'importe quelle civilisation, celui porté par une nation dont le fond et les bases sont le génocide et l'esclavage, à savoir la nation américaine, qui elle-même n'est que la nation européenne confrontée à une nature prodigieusement riche et belle, et des êtres prodigieusement riches spirituellement, humainement et beaux, les autochtones. Voilà. C'est la rationalité occidentale qui se confronte à ça et qui veut l'annihiler. Ça, c'est la source même de tout ça. Je l'ai dit suffisamment de fois dans mon séminaire, je veux le redire aujourd'hui pour montrer qu'on est en train, je fais la séance aujourd'hui et la prochaine sur l'aboutissement, sur les aboutissants de ce que j'ai longuement montré et dit au cours du séminaire. Voilà. Mais tout ça est très cohérent. Tout cela est très 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 cohérent, il faut la comprendre, cette cohérence, sinon, sinon vous allez être ballotté psychologiquement, complètement ballotté et noyé par la propagande et par le bourrage de crâne. Et ça ne fait que commencer, le bourrage de crâne. Donc il faut être très sûr de soi. Très très sûr de soi. Il faut comprendre quel est le rapport entre ce qui est en train d'arriver, par exemple, et ce qui est arrivé aux Allemands sous le nazisme.
Pas juste faire des métaphores et des comparaisons vindicatives en disant vous êtes comme des nazis, vous vous empêchez de circuler. C'est à la fois vrai et beaucoup plus compliqué que ça, quand même. Et il faut comprendre la complication de cette cohérence pour résister à l'adversaire, qui est beaucoup plus riche que nous, qui a beaucoup plus de pouvoir que nous autres libres penseurs, esprit libre plutôt, qui a beaucoup plus de pouvoir, mais qui est beaucoup plus con. Beaucoup plus con. Voilà. Vous verrez avec Artaud. C'est pas pour rien que je dis beaucoup plus con. J'utilise le mot, cette insulte un peu infantile et un peu puérile à dessein. Vous verrez lors de la prochaine séance. Je continue un petit peu sur l'analyse de l'esclavage, les linéaments de l'idéologie esclavagiste. Voilà. Donc là, je vous mets sous les yeux le tout début du Code noir, et vous allez voir. Ces premières lignes rappellent donc que Louis, roi de France et de Navarre, est informé du besoin, écoutez bien, pardon, du besoin qu'ont les officiers de nos îles de l'Amérique, donc, de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, afin de, j'ouvre à nouveau les guillemets, leur faire connaître aux officiers, évidemment pas aux esclaves, qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents. Je souligne, nous leur sommes toujours présents. C'est un nous de majesté, évidemment, c'est le roi qui parle, Louis. Nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, je souligne, mais encore par la promptitude de notre application, à les secourir dans leurs nécessités. Il s'agit, donc c'est Louis, le roi de France, le maître des maîtres, qui s'adresse à ses officiers, pas aux esclaves, on est d'accord. C'est le code noir, donc le code qui régit toutes les règles de l'esclavage. Et il s'agit de secourir les officiers du roi. On constate donc comme la domination, ici, ne se dissocie pas, dans les lignes même, dès les premières phrases, dès les premiers mots, ne se dissocie pas d'une universalité absolue, la catholique bien sûr, mais qui se conçoit comme une universalité sans contradiction, sans angle mort, sans champ mort, une université absolue la catholique, déployant son ubiquité dans l'espace, l'étendue de notre puissance, et dans le temps, la promptitude de notre application. Et là, vous voyez que vous avez quelque chose qui est dans le programme même de tout imperium, et qui va être mis en œuvre par la cybernétique. C'est-à-dire l'universalité spatiale et la promptitude. De plus en plus dévoratrice elle-même, d'aller de plus en plus vite. Où, on ne sait pas. Mais d'aller de plus en plus vite et d'être de plus en plus partout. Qu'il n'y ait plus jamais plus aucun angle mort à l'étendue de cette domination. Ça naît là. Donc c'est très lié, en effet, à l'universalité catholique, apostolique et romaine. On a vu ça dans les séances du début du séminaire. Les séances sur l'universel, quelles en étaient les sources, et les sources à la fois du mot universel, de la notion d'universel, du concept d'universel, et les sources théologiques, qui sont catholiques. On n'y peut rien, c'est la définition du mot catholique. Dans l'histoire de l'Occident, les sources de cet imperium universel, elles sont romaines d'abord, romaines de l'Empire romain et catholiques, parce que le catholicisme s'est converti à l'impérialisme romain. Bon, j'ai montré ça longuement il y a quelques mois, je ne le redémontre pas. Mais vous voyez, là, on en voit c'est passionnant, parce qu'on en voit des applications dans quelque chose qui semblerait n'avoir rien à voir, et qui a tout à voir. C'est pas juste de la culture. C'est pas parce qu'on est dans un pays catholique que le roi fait appel au catholicisme apostolique et romain. Ça va beaucoup plus loin. Concernant les esclaves, je le répète, ils ne sont donc nullement déshumanisés, ils sont catholicisés. C'est pas pareil. Ce sont des êtres humains à condition d'être baptisés et d'être catholiques. Conformément au paragraphe 2, et au suivant, le 3, le 4 et le 5, de ces premières pages du Code noir. Je vous les mets sous les yeux, je ne parle pas encore c'est donc le premier article 1er du Code noir. Je vous la mets sous les yeux aussi.
et je vous en lis quelques extraits, et je ne vous parle pas encore, vous allez avoir une bonne surprise, du premier chapitre de l'article 1er. Mais à partir du chapitre 2, ou du paragraphe 2 plus exactement, vous avez le 2, le 3 et le 4 et le 5 sous les yeux, il est dit que le paragraphe 3, par exemple, interdit tout exercice public pour les esclaves d'une autre religion que la catholique, apostolique et romaine. Donc les esclaves doivent être exclusivement catholiques, apostoliques et romains, sinon ils n'ont pas le droit d'exercer une autre religion. Le paragraphe 4 impose que les commandeurs préposés à la direction des esclaves, les commandeurs préposés à la direction, entre guillemets, des esclaves, soient eux-mêmes catholiques, apostoliques et romains. Le paragraphe 5 interdit au sujet de la RPR. La RPR, vous l'avez sous les yeux, vous voyez, c'est comme ça qu'on désignait sous Louis XIV, c'est tout en bas de la photo, là, la religion prétendument réformée, c'est-à-dire le protestantisme. D'empêcher aux esclaves la pratique du catholicisme apostolique et romain. C'est-à-dire, si un maître était protestant, il n'avait pas le droit d'empêcher la conversion ou le baptême catholique, apostolique et romain d'un esclave, d'un de ses esclaves. Alors évidemment, tout cela pourrait être associé un peu naïvement ou un peu rapidement, un peu trop rapidement, à des luttes d'hégémonie, à des luttes hégémoniques européennes entre le CAR et la RPR, le CAR, c'est-à-dire catholique, apostolique et romain, le catholicisme apostolique et romain, et la religion prétendument réformée, à savoir le protestantisme. Pourtant, ce qui empêche de banaliser ces paragraphes initiaux de l'article 1er du Code noir, en les résumant à la perpétuation de l'hégémonie de la France sur ses territoires d'outre-mer, c'est pas juste des luttes hégémoniques, ça va beaucoup plus loin. C'est le premier de ces paragraphes, que je n'ai pas encore lu, que je vous ai gardé pour la fin, de cet article 1er du Code noir, qui ne concerne ni les catholiques, attendez, je vous le prépare, je prépare mes effets, ni les catholiques ni les protestants, mais, devinez qui? Une catégorie très particulière d'êtres humains, un petit peuple qui est par essence le peuple du nom propre. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et voici le texte de ce tout premier paragraphe, du premier article, du Code noir, du Code de l'esclavage aux Antilles. C'est comme ça que débute le Code noir, le fameux Code noir de l'esclavage. Nous, Louis, roi de France, etc., catholicisme apostolique et romain, voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615. C'était un édit, donc, du père de Louis XIV, qui renouvelle l'édit d'expulsion des Juifs du 17 septembre 1394, donc qui datait de 1615, là maintenant on est en 1685, je crois, soit exécuté dans nos îles, point virgule. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, les Juifs donc, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, non-NOM, aux ennemis déclarés du non-chrétien, je souligne, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Voilà. Et ça c'est clair. Et ça c'est clair. On dit pas nous sommes les ennemis des protestants, ce qui était le cas, hein, ils étaient en guerre contre les protestants. Nous demandons à tous nous expulsons tous les protestants. Non, ce sont les juifs qu'on expulse, comme par hasard. Simplement les juifs. Les juifs qui, par définition, sont le peuple le moins esclavagiste de la terre. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. On va voir tout ça quand on parlera du sionisme. Là où doit dominer l'esclavage, pour le dire de manière sérieuse, là où doit dominer l'esclavage, là où, pour assurer la gestion universaliste des humains, on dépossède l'asservi de son nom et de sa provenance, et de sa spiritualité évidemment, soit ce qui appartient à chaque homme de plus propre, le nom propre, là les Juifs, dont la spiritualité repose à la fois sur une émancipation radicale de l'esclavage, la sortie d'Égypte, et sur une fidélité à la nomination appropriante, et dont le Dieu même s'appelle le nom, c'est un de ses surnoms, ne peuvent pas ne pas être expulsés illico. Voilà. Là, vous avez quelque chose qui est à la source de la source de la source du rapport entre le nazisme et le transhumanisme, par exemple.
même si le transhumanisme n'est pas antisémite du tout, officiellement. Dans une non-contrée esclavagiste universelle, ce qu'un homme a de plus précieux, de plus intime, de plus inaliénable, son nom propre, l'inscrivant dans une généalogie symbolique ou réelle, son nom propre, autrement dit dans la transcendance d'une pure temporalité mobile, parce que son nom est là d'où l'on vient, généalogiquement, on le transporte avec soi. Si on passe d'un lieu à un autre, on garde les mêmes parents, on garde les mêmes grands-parents, on garde les mêmes ancêtres. Alors parfois les ancêtres sont liés à un lieu, et si on est expulsé de ce lieu, on est expulsé d'un certain rapport à ses ancêtres, comme l'ont été les Amérindiens, évidemment, les autochtones d'Amérique, et comme l'ont été les Juifs vis-à-vis de la terre d'Eretz Israël, mais eux se sont constitués une spiritualité qui était liée purement, non pas géographiquement, non pas historiquement, enfin si historiquement, mais plus tellement géographiquement, avec cette terre, cet endroit très précis de la géographie planétaire, qui est Eretz Israël, la terre d'Israël. On verra tout ça dans les leçons sur le sionisme, à quel point c'est important pour comprendre le sionisme et l'antisionisme. Le nom propre, donc, qui inscrit un homme, ou une femme évidemment, dans une généalogie symbolique ou réelle, autrement dit dans la transcendance d'une pure temporalité mobile, puisqu'elle se meut littéralement partout avec lui, cette généalogie, sans pour autant être réduite à son corps charnel, c'est son nom, c'est sa nomination, ce qu'il hérite de ceux qui le précèdent, ce qu'il ne partage qu'avec ses proches, son nom propre, sa famille donc, et qu'il transmet à ses descendants, cela doit lui être arraché afin qu'il se dissolve dans la masse des immeubles humains anonymes, corvéables et malléables à merci. Les esclaves venus d'Afrique, dans les Antilles françaises au XVIIe siècle. Lorsque Mohamed Ali décide de se